Cette vidéo est récemment devenue virale. Un hélicoptère ukrainien détruit un drone russe avec une minigun. Impressionnant, certes, mais cela révèle la réalité de la guerre. La vérité, c'est que pendant 3 ans, l'Ukraine a dû improviser. Ils ont mis des mitrailleuses sur des hélicoptères, des drones commerciaux avec des grenades, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ils le transformaient en armes. Mais pendant que le monde assistait à cette improvisation, quelque chose s'est passé. Maintenant, l'Ukraine n'improvise plus. Elle a révolutionné la guerre. Ce n'est pas une arme, c'est une barrière invisible dans le ciel. Et elle est contrôlée par l'intelligence artificielle, qui détruit tout ce qui essaie de la traverser. Le mieux, c'est que la Russie ne peut pas répondre à cela. Mais avant d'expliquer, il faut comprendre ce qui s'est passé. Parce que lorsque la Russie a envahi, en février 2022, les généraux de Poutine avaient estimé 72 heures pour atteindre Kiev. L'Ukraine se battait avec du matériel soviétique des années 80, des défenses aériennes qui fonctionnaient à peine, une industrie de la défense qui n'existait pratiquement pas. 7 entreprises fabriquaient des drones, seulement 7. Et aujourd'hui, il y en a plus de 200, et elles n'importent pas de technologie. Elles développent, testent sous le feu réel, produisent des millions d'unités pendant que des bombes tombent sur les villes. C'est quelque chose que personne n'avait prévu, ni l'OTAN, ni Poutine, ni même l'Ukraine elle-même. Et ce qu'ils ont créé a tout changé. Les spécialistes l'appellent le mur de fer, mais ce n'est pas un mur physique, ni même une gigantesque installation radar. C'est quelque chose de bien plus sophistiqué, et bien plus effrayant pour ceux qui se trouvent de l'autre côté. Imaginez des dizaines de petits drones, chacun de la taille d'un ballon de basket, planant à différentes altitudes, comme un champ de mines invisible dans le ciel. Lorsque des missiles ou des drones russes s'approchent de l'espace aérien ukrainien, ces intercepteurs n'attendent pas d'ordre d'un centre de commandement, le système d'intelligence artificielle. Détectent la menace, puis calculent la trajectoire idéale d'interception. Et ensuite, ils lancent le nombre exact de drones nécessaires pour garantir la destruction de la cible. Et voici le détail génial. Un seul opérateur, assis dans un bunker quelque part, peut contrôler jusqu'à 100 de ces drones, simultanément. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de piloter chaque drone individuellement. Ça fonctionne un peu comme un chef d'orchestre dirigeant un orchestre. L'intelligence artificielle effectue les calculs complexes, et l'humain prend les décisions stratégiques concernant les schémas de déploiement et les cibles prioritaires. As-tu déjà remarqué comment les oiseaux volent en groupe ? Ils ne se percutent pas les uns les autres. Ces drones Capitolion utilisent le même principe que les oiseaux. Ce sont des algorithmes d'intelligence collective. Chaque drone partage des données localement, se déplaçant comme un organisme vivant. Si un drone est abattu, l'essaim se réorganise tout seul, comblant le vide instantanément. C'est comme du mercure liquide. On ne peut pas y faire un trou permanent. De plus, le drone n'explose pas. Le missile russe reste intact, ce serait du gaspillage. Il frappe chirurgicalement les surfaces de contrôle, ces petites ailes qui guident quand le missile. À 2000 km/h, perdre une aile signifie une destruction instantanée. Petite explosion, grand résultat. Mais voici ce qui change vraiment la donne. Les défenses aériennes ont toujours eu un problème fondamental, la saturation. Pensez-y comme ça. Vous avez 10 missiles patriotes. La Russie, eh bien, elle envoie 20 drones bon marché. Vous dépensez 40 millions de dollars pour vous défendre. Ils dépensent 400 000 pour attaquer. Vous perdez alors la guerre économique. Le mur de fer inverse complètement cette équation. Une seule interception coûte environ 3 000 dollars. Maintenant, comparez cela aux millions d'un missile patriote. Et que dire des drones qui n'explosent pas ? Ils reviennent tout simplement. Ils retournent à leur plateforme de lancement et se rechargent pour la prochaine attaque. La défense étant maintenant 10 fois moins chère que l'attaque. La Russie, eh bien, ne peut pas gagner contre ces chiffres. Mais... Et que dire de la guerre électronique russe ? Elle a déjà détruit d'autres systèmes. Mais ici, elle est totalement inutile.
Le système fonctionne même lorsque la Russie brouille les signaux système de positionnement global, ce qu'ils font constamment sur les lignes de front. Chaque drone dispose d'une carte tridimensionnelle préchargée de sa zone opérationnelle et utilise la reconnaissance visuelle pour naviguer. Sauf en couvrant l'Ukraine de fumée sur des centaines de kilomètres. Ils ne peuvent pas aveugler ces drones. Lors des essais sur le terrain en France, le système a accompli quelque chose que les ingénieurs militaires pensaient impossible. Taux de réussite de 100%. Chaque cible détruite, sans erreur, sans coup partiel, sans menace qui a échappé. Considérez ceci. Lorsque des entrepreneurs militaires testent de nouveaux systèmes, ils sont déjà très enthousiastes. Le mur de fer, efficace à 70%, a atteint 100%. Ces drones créent ce que les développeurs appellent un champ de mines volant, un rideau aérien qui peut s'étendre sur des kilomètres. Les pilotes russes, s'approchant des villes ukrainiennes, font face non pas à 1 ou 2 intercepteurs, mais potentiellement à des dizaines, tous coordonnant leurs attaques grâce à l'intelligence artificielle, pour créer une barrière impénétrable. L'Ukraine déploie ces systèmes d'abord autour des grandes villes et des infrastructures critiques, centrales électriques, installations d'eau, en quelques semaines, pas des mois. Le mur de fer protégera Kiev, Kharkiv et Odessa. Ensuite, ils vont étendre la couverture aux bases militaires, aux dépôts de munitions, et finalement aux positions de première ligne, où les bombes planantes russes ont dévasté les tranchées ukrainiennes. Mais le mur de fer n'est que la moitié de l'histoire. Alors qu'elle ferme le ciel, l'Ukraine a développé une épée, le missile Flamingo. Et ce n'est pas un drone improvisé, c'est un missile de croisière aussi sophistiqué que le Tomahawk américain. Avec une portée de 3000 km, il est capable de transporter une ogive de 1100 kg, qui peut raser des quartiers entiers d'une ville. Pendant 2 ans, les Russes considérèrent la guerre comme une opération spéciale, bien loin de chez eux. Le Flamingo a mis fin à cela. Avec une portée de 3000 km, il peut atteindre Moscou, l'Oural et les bases de bombardiers dans l'Arctique. Il n'existe plus de sanctuaire sûr en Russie. Le mois dernier, des missiles Flamingo ont frappé un poste du service fédéral de sécurité en Crimée et détruit 6 aéroglisseurs russes en une seule attaque. Ils ont créé un cratère visible depuis l'espace dans le port de Tuapse. Ces missiles détruisent les raffineries de pétrole russe avec une telle efficacité que la production de carburant a chuté de 20%. Les prix de l'essence dans les stations russes ont augmenté de 10% du jour au lendemain. Chaque Flamingo coûte 500 000 $. Les 6 aéroglisseurs que vous avez détruits valaient des centaines de millions et ne peuvent pas être remplacés. Des raffineries, des milliards de dégâts et de pertes de revenus. C'est une guerre économique menée avec des missiles. Et le plus impressionnant, c'est que l'Ukraine construit ses missiles entièrement seule, sans restriction occidentale sur les cibles à frapper. Ils n'ont pas besoin de la permission de Washington ou de Bruxelles pour frapper des cibles à 3000 km à l'intérieur de la Russie. Pendant que l'Amérique débat de l'envoi de Tomahawks, l'Ukraine frappe déjà en profondeur sur le territoire russe avec des missiles qu'elle a conçus et fabriqués elle-même. Et cette combinaison est en train de dévaster l'économie russe. Récemment, les actions des plus grandes compagnies pétrolières russes, Lukoil et Rosneft, ont chuté de 20%. Le Brésil, l'Inde et la Chine ont drastiquement réduit leurs importations. Bloomberg rapporte que près d'1 milliard de barils de pétrole russe sont bloqués dans des pétroliers sans acheteurs. 1 milliard de barils flottent sur l'océan, parce que personne ne veut toucher au pétrole russe. Mais ils ne sont pas simplement à l'arrêt, ils sont sur de vieux navires, payant des milliers de dollars de frais par jour, sans entretien, parce qu'ils sont en mer. C'est de l'argent qui brûle. Et sans assurance, les assureurs occidentaux ne couvrent pas ces navires. Sans assurance, aucun acheteur ne veut prendre le risque d'une catastrophe environnementale. Sans acheteur, le pétrole reste bloqué. Sans vente, ils ne peuvent pas payer l'entretien. Donc c'est un effondrement en spirale.
Mardi, le plus grand champ pétrolier international de la Russie en Irak a officiellement arrêté toutes ses opérations. Lukoil a déclaré que c'était pour cause de force majeure. Ce n'est pas seulement une perte d'argent, c'est aussi une perte de prestige. La Russie s'est toujours présentée comme un partenaire énergétique fiable, mais maintenant ils ont prouvé qu'ils sont un État paria qui ne peut pas payer ses dettes. La vérité, c'est que la Russie dépend des revenus pétroliers pour financer ses armes, payer ses soldats et éviter la faillite économique. Chaque baril qu'ils ne parviennent pas à vendre, c'est un char de moins qu'ils peuvent construire, un missile de moins qu'ils peuvent lancer, un soldat de moins qui reçoit son salaire. Les mathématiques sont impitoyables. Pour te donner une idée, la Russie a besoin que le pétrole soit à 90 $ le baril. Ainsi, ils arrivent à équilibrer le budget. Mais il est actuellement négocié à 65. Ça, c'est quand ils arrivent à négocier, bien sûr. Les sanctions occidentales ne limitent pas seulement qui achète le pétrole russe, elles obligent aussi la Russie à vendre à des prix qui génèrent une perte sur chaque baril. Et la campagne systématique de l'Ukraine contre les raffineries russes aggrave encore la situation. 20% de la capacité de raffinage de la Russie a été détruite par des attaques ukrainiennes. Les raffineries qui fonctionnent encore tournent à capacité réduite parce qu'elles ne peuvent pas obtenir de pièces à cause des sanctions. La Russie, l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, importe maintenant du carburant raffiné parce qu'elle n'arrive pas à en produire suffisamment. Et pendant que l'industrie pétrolière russe brûle, les alliés de l'Ukraine intensifient leur soutien militaire. L'Allemagne vient tout juste de livrer le premier lot de 10 000 drones kamikazes HX-2. Ce ne sont pas des drones ordinaires, ce sont des chasseurs propulsés par l'intelligence artificielle qui volent à 220 km/h. Ils fonctionnent sans système de positionnement global. Ils coûtent une fraction du prix des armes traditionnelles, mais ils effectuent des frappes de précision dévastatrices, jusqu'à 100 km derrière les lignes ennemies. Une fraction du prix des armes. Une fraction du prix des armes. Après 2 ans de combat, la Russie n'a avancé que de 40 km. Pas 400, pas 4000, 40. Ils ont perdu des bataillons entiers pour chaque kilomètre gagné. 40 km en 2 ans. Tu sais ce que ça représente par jour ? 50 pieds, 15 mètres. Tu parcours cette distance en 20 secondes. Et ils ont mis 2 ans, en perdant des milliers d'hommes à chaque kilomètre. Dans la guerre moderne, la concentration, c'est la mort. 110 000 hommes dans un petit secteur. C'est ce que les militaires appellent un environnement riche en cibles. Chaque drone ukrainien, chaque munition, chaque cluster a des cibles infinies. Poutine a créé son propre abattoir. Et, pendant que les Russes concentrent tout à Pokrovsk, les 10 000 drones HX, 2 Allemands, avec 100 km de portée, peuvent y détruire tout ce qui alimente ces 110 000 hommes. Des camions de munitions, du carburant, des postes de commandement. Toute cette concentration devient le piège parfait. Un ex-directeur de la CIA a fait un commentaire révélateur à ce propos. Il a dit que Poutine ne se bat plus pour gagner, parce que gagner est impossible. En réalité, il se bat pour survivre politiquement, alors que la Russie s'effondre économiquement et militairement. Pour la victoire, hurrah! Hurrah! En tant qu'ancien officier du KGB, Poutine a été formé à accepter des résultats terribles tant que le régime survit. Pendant la guerre froide, le KGB sacrifiait des réseaux entiers d'agents pour protéger un atout important. Poutine applique la même logique. Il va sacrifier l'économie de la Russie, son armée, même son avenir en tant que grande puissance, tant que lui, personnellement, reste au pouvoir.
Les chiffres le confirment. À ce jour, les estimations ukrainiennes indiquent que la Russie a subi plus d'1,1 million pertes. Et ils ont perdu plus de chars en Ukraine que la plupart des pays n'en possèdent dans l'ensemble de leurs arsenaux. Quant à leurs forces aériennes, n'en parlons même pas. Elles n'arrivent pas à obtenir la supériorité aérienne. Après 3 ans d'efforts, leur flotte de la mer Noire est dissimulée dans des ports éloignés. Pourquoi l'Ukraine, un pays avec presque aucune marine, continue de couler leurs navires. Mais Poutine continue, car s'arrêter signifierait affronter la réalité. La Russie n'est plus une superpuissance, c'est une puissance régionale, avec des armes nucléaires et pas grand-chose de plus. Son économie est plus petite que celle de l'Italie. Sa technologie militaire a des décennies de retard sur l'Occident. Ses seuls alliés fiables sont la Corée du Nord et l'Iran. Et chaque jour, des missiles Flamingo ukrainiens détruisent une nouvelle cible russe. La Russie fait maintenant face à une équation impossible. Son industrie pétrolière s'effondre, coupant le financement de la guerre au moment où elle en a le plus besoin. Son armée est épuisée, après 3 ans de pertes qu'ils ne parviennent pas à remplacer. Et maintenant, l'Ukraine dispose d'un système de défense qui rend leurs attaques massives de drones et de missiles complètement inutiles. Poutine a construit toute sa stratégie sur le fait de briser la volonté de l'Ukraine par des bombardements. Ce que... Le mur de fer a le potentiel de rendre cette stratégie obsolète du jour au lendemain. Chaque missile russe qui échoue à atteindre sa cible représente des ressources gaspillées que la Russie ne peut pas se permettre de perdre. Chaque drone abattu du ciel, c'est de l'argent brûlé, qui aurait dû servir à payer des soldats ou à acheter de l'équipement. L'Ukraine a commencé cette guerre en luttant pour sa survie avec de l'équipement soviétique des années 80. 3 ans plus tard, ils déploient des systèmes défensifs contrôlés par l'intelligence artificielle qui rendent l'armée semblent appartenir à un musée. Ils ne gagnent pas seulement la guerre de l'innovation, ils révolutionnent la guerre moderne, tandis que la Russie regarde impuissante. Et le plus impressionnant de tout, c'est que l'Ukraine a fait cela toute seule, alors que des bombes tombaient sur ses villes. Maintenant, dis-moi à ton avis, quelle est l'arme la plus décisive pour l'Ukraine? Le mur de fer qui ferme le ciel, ou les missiles Flamingo qui frappaient le cœur de la Russie? Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, partage-le avec tes amis, et abonne-toi à la chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. À la prochaine!